Minasan konnichiwa, c'est Virtual Synthèse pour HUViz et je vous retrouve pour une vidéo en IRL et on va faire une vidéo, une catégorie de vidéos que j'ai pas fait depuis très longtemps, c'est un SCD pour Sandy Sedachi. Cette vidéo ça va être quoi? En gros ça va être un peu une explication déjà de qu'est-ce qui se passe sur la chaîne, pourquoi je fais quasiment voire pas du tout de vidéos, je suis très peu actif sur les différents réseaux sociaux. Voilà, je vais vous raconter en fait tout ce qui s'est passé pendant mon année 2019 et ça va plus ou moins vous mettre la piste sur le pourquoi du comment, pourquoi je fais le mort sur YouTube et aussi vous parler un peu de l'avenir, hein, ce que je compte faire avec YouTube et ce que je continue et ce que je continue pas. Les infos importantes, la première info c'est que non, je compte pas arrêter YouTube. Tout ce qui va probablement se passer, c'est que actuellement, et depuis maintenant un petit moment, je ne joue quasiment plus que aux jeux vidéo et les seuls jeux vidéo auxquels je joue encore sont essentiellement League of Legends, Star Citizen une fois tous les 3 mois quand ils nous sortent un patch qui contient vraiment du contenu qui donne un intérêt à rejouer encore au jeu, et récemment Legends of Runeterra qui est un jeu très sympa. Donc du coup, qu'est-ce qui pourrait se passer dans un avenir sur la chaîne YouTube? Ça va être un peu plus de vidéos comme ça, des vidéos IRL où on va parler de sujets qui n'ont absolument aucun lien avec les jeux vidéo et aussi je pense surtout beaucoup de sujets tech, hein, vous savez j'ai essayé de lancer une chaîne YouTube tech qui s'appelait HUDev mais ça me plaisait pas le projet que j'avais en tête, mais vous êtes très nombreux ces derniers temps de gens qui suivent ma chaîne récemment depuis longtemps à être intéressé par les sujets tech et par mon expérience dans la tech. Je suis devenu développeur il y a 2 ans et demi, ce qui est une reconversion et j'ai vécu plein de choses. Je vous en spoil pas plus, je vais en parler un peu plus dans la deuxième partie de la vidéo et peut-être éventuellement parler d'un peu d'entrepreneuriat puisque maintenant je suis freelance donc je gère mon entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez attendre comme autre contenu? Les lives, je fais du live stream, je joue à LoL en live stream sur ma chaîne Twitch, je fais un peu de Legends of Runeterra, très rarement des jeux solo mais j'en fais encore quelques-uns, et du live coding. Donc si vous êtes tout simplement curieux, un intéressé ou quelqu'un d'expérimenté vu que vous ne connaissez pas toutes les technos que j'utilise, je suis vraiment axé dans les technos très nouvelles, n'hésitez pas à venir traîner sur ma chaîne Twitch en semaine comme le week-end. Généralement c'est des lives très chill où voilà je dev, on interagit, on parle de plein de sujets tech, métier, reconversion, formation et de dev pur et dur, et je vous fais aussi découvrir des fois des choses que je sais faire et que vous ne savez pas faire. Sinon, si vous êtes intéressé pour suivre un peu ce qui se passe en dehors de YouTube, hein, puisque YouTube, si je fais pas de vidéo, du coup, bah, c'est la rupture, pas d'infos. Vous pouvez me retrouver bien sûr sur Discord, je suis actif sur Discord, je discute, voilà, je suis présent. Si vous venez poser des questions, je discuterai avec vous si j'ai quelque chose à dire. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, j'ai découvert les stories, j'adore ça, donc j'en fais pas si souvent que ça. Je poste surtout de la bouffe, voilà, mais n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, il y a le lien quelque part sur ma chaîne, dans les liens de la vidéo. Vous pouvez aussi, si vous vivez à Paris et que vous êtes toujours en manque de trouver des bonnes adresses pour manger, surtout des adresses de cuisine asiatique, surtout japonaise, n'hésitez pas à suivre, je vous mettrai un lien, je sais pas si c'est possible, mais j'ai une liste de collections d'adresses que j'ai testées à Paris, de restaurants japonais qui sont des très bons restaurants japonais, et je continue régulièrement d'expérimenter, de tester. Voilà, c'est tout pour les annonces. Maintenant, on va passer dans la deuxième partie de la vidéo qui va être un peu l'histoire de ce qui s'est passé en 2019 et éventuellement les sujets de vidéo qui peuvent en découler. Ça sera à vous de me dire si ça vous intéresse ou pas. Alors du coup, l'année 2019, elle a commencé comment? Elle a commencé plutôt pas mal et pas si bien que ça en même temps. En fait, en début d'année 2019, j'étais dans la suite de ma première véritable embauche, hein, pour un résumé spécial pour ceux qui n'avaient pas suivi l'année 2018. Après ma reconversion, où j'étais du coup en alternance chez Capgemini, à la fin, faute de budget, clairement c'était un souci budget administratif, il m'avait viré, mais moi comme j'étais malin, j'ai réussi à faire jouer mon réseau dans la même entreprise et me faire réembaucher dans une autre branche dans laquelle je suis arrivé et où on m'a propulsé très rapidement au de mes moins d'1 an d'expérience dans le monde professionnel et comme développeur, comme tech lead sur un projet. Donc je travaille toujours pour Capgemini et le client était EDF nucléaire, donc je bossais pour la branche nucléaire d'EDF. On commence par les bons côtés en fait de ce truc là, c'est que c'est passionnant en fait de travailler pour l'industrie, j'avais jamais fait ça, et surtout dans le nucléaire. Alors il faut savoir hein, que moi j'ai vécu les événements à Fukushima puisque j'y étais quelques jours après qu'il y ait eu le souci à Fukushima, parce que je devais rejoindre mon ex-femme qui était japonaise et qui vivait là-bas, mais ça m'a pas donné spécialement une allergie stupide au nucléaire. Moi je trouve ça passionnant, je suis un curieux, une centrale nucléaire c'est quand même un grand inconnu, hein. On dit toujours le nucléaire c'est mal, etc. Soit, mais n'empêche que ça existe,
ça m'intéresse, voilà. Donc ça c'était la partie vraiment cool, et aussi c'était un énorme projet avec un énorme budget, avec une énorme équipe, et j'étais là vraiment dans les tout débuts. Donc ça c'était les bons côtés, et en plus comme j'étais tech lead, Capgemini sont quand même une entreprise qui est très réputée pour leur capacité à gérer des très gros projets sur le plan managérial. Donc j'apprenais plein de choses. Maintenant, le mauvais côté. Déjà, on travaille énormément, hein, bien sûr. On travaille énormément et en plus, bah finalement, alors la stack technique, les sujets qu'on traitait et ce qu'on faisait, n'était absolument pas intéressant. C'était juste de la merde, c'était des choses très propriétaires, donc tout ce que j'apprenais en fait ne me servirait plus jamais en dehors de ce projet là, et de toute façon en règle générale ça ne m'intéressait pas. Et en plus on avait voilà des deadlines qui étaient extrêmement tendues, on avait énormément de pression au niveau de la chaîne de management, mais je pense que c'est de toute façon n'importe quel très gros projet quand il démarre, il y a toujours voilà, un peu de friction. Le problème c'est que comme j'étais en place de tech lead, bah finalement moi ce qui m'intéressait c'était dev, parce que je me doutais bien que si je voulais assurer mon avenir il fallait que je mette les mains dedans. Là je ne mettais pas les mains dedans en fait, je faisais essentiellement du management, qui était quelque chose que je savais déjà plus ou moins faire puisque j'avais fait de la gestion de projet pendant très longtemps avant ma reconversion. Et en plus, petit à petit, j'ai glissé vers le haut du management puisque je me retrouvais à gérer même plusieurs équipes, à un point culminant, hein, j'intervenais dans l'équipe, ça représente à peu près 90 personnes en termes de responsabilité. Ça ne m'intéressait pas du tout. Et l'élément déclencheur hein, dans ce début d'année, ça a été un moment où je me suis rendu compte, parce que bien sûr, hein, pas de diplôme, je sortais d'une reconversion, je m'attendais pas non plus à un salaire mirobolant, mais le truc qui m'a énervé, c'est quand j'ai vu des jeunes qui sortaient d'une école, hein, d'un bac plus 5, voire même d'un bac plus 3, mais qui étaient embauchés à un salaire supérieur au mien, et alors qu'ils étaient littéralement sous ma responsabilité. Puisque bah, moi je gérais les équipes, enfin moi ce que je faisais, il y avait énormément de responsabilités dedans, et d'ailleurs on n'hésitait pas à me déglinguer ma race quand je faisais le moindre petit écart qui plaisait pas, parce que tout de suite voilà ça remontait assez vite au niveau des gens qui étaient au-dessus. Je l'ai très mal pris, et donc du coup je suis allé voir les managers, j'ai expliqué, je dis c'est pas normal avec la responsabilité que j'ai, bah tout simplement, pourquoi je touche un salaire inférieur à ces jeunes-là? Alors après on m'a dit, oui, mais tu comprends, blablabla, diplôme, sors-moi toutes les excuses que tu veux, les RH on leur apprend à faire ça, mais moi j'étais en mode, non, je m'en fous, en termes de responsabilité, même en termes de temps de travail, hein, je ne compte pas mes heures, mais j'en fais énormément. Ça me semble pas normal, et là on m'a donc là du coup deuxième chapitre de ce qu'on leur apprend au RH, blablabla, si t'es gentil et que t'es sage, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 2 millions d'années peut-être, on te donnera des tickets restaurant, bonus à la fin de l'année. Fuck it, j'ai dit ok, bah allez, niquez-vous, de toute façon ça me saoule, j'ai posé ma DM. Dans les 2 jours qu'on suivi, j'avais entre temps réussi à trouver un autre job pour une autre entreprise, et m'ont fait porter le chapeau pour absolument tout ce qui allait pas, hein. Je veux dire le divorce du voisin c'était de ma faute parce que j'avais démissionné, enfin bon voilà, donc ça a été 3 mois très longs hein, de démission, mais le bon côté c'est que du coup ça a poussé plein d'autres gens avec qui je bossais et qui vivaient un peu la même situation que moi à se barrer aussi parce qu'ils ont trouvé mieux ailleurs à un meilleur salaire. Donc voilà, donc du coup période longue, lente période de démission, et pendant cette période de démission où du coup là je faisais juste le minimum syndical d'heures, hein, évidemment, j'ai levé le pied, hein, puisque de toute façon j'avais plus rien à faire, rien à apprendre, donc voilà, et là j'ai fait la connaissance d'une japonaise. Alors il faut savoir que depuis mon divorce, j'ai jamais vraiment été en couple, et là j'ai rencontré une japonaise, elle était sympa, on était sur la même longueur d'onde, on s'entendait bien, et donc du coup on est sortis ensemble. Et du coup ça clôt un peu le chapitre, donc là c'était à peu près début de l'été, et donc fin du chapitre, je quitte finalement mon entreprise, fin de la période de démission, pas de vacances, rien du tout, ils ont essayé de faire un exemple, donc ils ont rien négocié sur rien, ils ont cherché le plus chiant pour moi, ce qui m'arrangeait le moins, et du coup j'arrive dans ma nouvelle entreprise. Et donc là ça marque le début du véritable décrochage au niveau de Twitch et de YouTube, pour 2 choses. Donc déjà il y a cette japonaise que j'ai rencontrée qui, bah, je lui dédiais une grande partie de mon temps libre, dès que je pouvais sortir avec elle, qu'elle était dispo, bah, j'en profitais pour aller la voir. Et en même temps un autre projet, ça vous en avez probablement déjà entendu parler, c'est Fleet Manager avec Yoni, qu'on avait déjà lancé en début d'année, en tout début d'année, mais voilà, à l'approche de l'été, moi j'ai remis un coup dedans, Yoni a remis également un coup dedans, on s'est dit ok, ce projet il est vachement intéressant, on a plein de choses à apprendre dessus, on va se bouger, et donc du coup tous les soirs, toute la journée, tous les week-ends, soit je voyais ma copine, et dès que je n'étais plus avec ma copine, c'était FM.
FM mon gars, FM, avec Yoni qui était au taquet non-stop et qui bossait très vite, donc du coup il fallait pas que je le ralentisse. Du coup nouvelle entreprise, donc j'arrive dans une entreprise de service, hein. C'est comme Capgemini, sauf que Capgemini c'est un groupe qui pèse des milliards, et là j'étais dans une toute petite boîte d'une centaine de personnes, de gens super sympas qui ont su me faire confiance et qui ont reconnu le potentiel que j'avais, donc je les en remercie énormément. Et évidemment le salaire était beaucoup plus intéressant que chez Capgemini, hein, sinon j'aurais pas bougé. Mais donc, du coup il faut que je trouve une mission en arrivant dans cette boîte là, et donc moi comme j'avais vraiment envie en fait de dev, j'avais vraiment envie de pas m'installer dans une position où j'étais sûr de pas avoir le niveau de compétence qu'on attendrait de moi, tout simplement parce que j'ai pas eu la chance de pouvoir pratiquer suffisamment dans des missions pertinentes sur les technologies qui m'intéressaient, parce que mon but, hein, plus que de gagner de l'argent, c'était de construire mon profil pour me sentir capable de faire des choses, et surtout pour faire des choses là où il y avait à la fois de l'argent et des projets qui m'intéressaient, et aussi de la compétence à prendre pour moi pour des projets aussi perso, hein, parce que l'idée c'est, voilà, je suis développeur, je peux faire plein de choses, pourquoi pas faire des projets comme Fleet Manager entre autres. Donc du coup, pendant que une équipe de commercial cherchait du taf pour moi, sachant que je me permettais de faire la fine bouche parce que c'était la véritable raison pour laquelle j'étais parti, hein, de mon ancien job, moi je commence à chercher. Et par hasard, un jour, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je trouverais pas, ça pourrait être marrant, un client japonais, comme ça, je parle japonais, je développe, je fais d'une pierre deux coups, parce que, enfin, disons que les conditions de travail dans les entreprises japonaises ne me conviendront jamais, hein, clairement, mais si je peux parler japonais, j'aime bien, c'est agréable, ça me permet de continuer de faire progresser mon japonais, ça me permet de sortir un peu de ma zone de confort, why not? Et donc je commence à passer quelques entretiens plus ou moins sérieux pour bosser pour des entreprises japonaises, dont une, sauf que le job, littéralement, hein, c'était pour aller bosser dans une entreprise, une start-up japonaise au Japon. Donc voilà, ça se passe, hein, c'est chaque semaine, c'est des entretiens téléphoniques et des entretiens Skype, c'est très long, j'ai fait des tests, d'ailleurs Yoni m'a beaucoup aidé sur les tests techniques, et entre temps, bien sûr, hein, parce que le temps passe, mon entreprise, ma nouvelle entreprise me trouve une mission, qui était juste trop bien. Alors, moi qui sortais du monde des très grosses entreprises de services informatiques où tu n'es qu'un bout de viande, tu n'es qu'un pion, le but c'est de faire dépenser de l'argent au gros groupe en essayant de leur donner quelque chose à la fin, mais surtout qu'ils dépensent de l'argent parce que c'est ça qui fait gagner de l'argent à ces entreprises. Là, ça avait rien à voir. On m'a mis sur une mission, genre c'est ce que je voulais en fait. C'était ultra intéressant techniquement. J'étais quasiment que avec des développeurs expérimentés et en plus quasiment que des freelances, donc que des développeurs franchement qui étaient chauds, motivés, entrepreneurs et qui avaient plein de choses à m'apprendre et qui, comme ils étaient sympas, en plus m'apprenaient plein de choses. Donc du coup voilà, je commence cette mission, donc pour ceux qui sont curieux, c'était chez Kering, vous connaissez sûrement LVMH dans le monde du luxe, bah Kering c'est le concurrent de LVMH, qui était top, genre dans le centre de Paris, un quartier que j'aime bien, enfin voilà, tout allait bien. Tout était bien, sauf qu'entre temps, bah, je continuais mes entretiens avec une entreprise japonaise en particulier qui, fin août, me dit écoutez, si vous voulez, on s'arrange, le salaire, on se glisse dans le salaire que vous voulez, qui était quand même un truc de bâtard, hein. Genre je me suis dit, au moins, si je bouge au Japon, je regretterai pas d'avoir quitté ma mission de rêve actuelle, parce que, voilà, encore plus de bif. Mais par contre, le problème, c'est qu'il faudrait que vous veniez passer une journée d'entretien à Tokyo chez nous. Et là j'étais en mode, à Tokyo, je suis à Paris, c'est loin, et en plus il voulait genre, le mec c'était en mode, la semaine prochaine, mec t'as pas le temps quoi, genre, tu viens là direct. Donc du coup, moi je mets les choses au clair, oui allô, s'il vous plaît, par contre vous me payez évidemment l'hôtel et l'avion, et le mec il dit, oh y a pas de problème, on a du bif, t'inquiète, tu nous dis on donne de l'argent et tout, il me réserve l'avion, il me réserve l'hôtel et tout, genre trop bien. Bon, petit détail, à ce moment-là, je me suis rendu compte, alors que je devais partir dans une semaine, hein, que j'avais pas de passeport, parce que mon passeport il venait d'être périmé, et que je le savais, et que je devais le faire. Et j'ai eu trop de chance, ma mairie a réussi à me renouveler mon passeport en 4 putains de jours, genre. Ouh. Voilà, donc du coup, je négocie de ouf parce que je venais de commencer ma mission, je venais de commencer dans ma nouvelle boîte, je pouvais pas leur dire que j'allais passer un entretien d'embauche à l'autre bout du monde, c'était compliqué, mais voilà, j'ai réussi à m'arranger, j'ai pu poser des pseudo-congés, dont des congés sans solde, je prends l'avion, je pars à Tokyo, ça se passe très bien, je mange des sushis, je rencontre des japonais super sympas, hein, comme d'hab, moi je m'intègre vite, la journée complète d'examen se passe extrêmement mal parce qu'en fait c'était une putain de pétodière japonaise, genre vraiment, bah, la boîte japonaise quoi, je sais pas à quoi je m'attendais, et donc du coup les mecs
Pendant que moi je suis dans l'avion pour revenir en France, m'envoie un mail en me disant pour des raisons qu'on ne peut pas te dire, donc je pense que c'est juste que les mecs ils ont pas assumé en fait le fait de me dire on prend un français pour qu'il vienne disrupter notre méthode de travail qui ne fonctionne pas, mais que comme du coup bah je suis arrivé en disrupteur, je veux dire on me dit viens pour changer nos habitudes, je suis venu et puis c'est des japonais, j'aurais dit faudrait qu'on change, bah ok on change maintenant. On change mais pas tout de suite, voilà. Donc du coup quand je suis arrivé, en gros je suis descendu de l'avion, j'ai allumé mon téléphone et dans ma boîte mail il y avait un mode bon bah on peut pas vous dire pourquoi mais on vous prend pas. T'étais en mode j'ai passé 4 putains de jours, je suis parti 4 jours dont un jour complet dans l'avion, donc ça fait 3 jours pour des prunes. Très bien, mais j'ai mangé des sushis, c'était bon, ils m'avaient loué en plus un hôtel super stylé, donc bon, j'ai pu me faire un petit week-end de 4 jours à Tokyo, c'était cool. Et donc du coup, je reviens dans ma mission. Je retourne dans ma mission normale à Kering, sauf que entre temps, et ça a plus ou moins coïncidé avec mon retour du Japon, ma petite amie japonaise s'est révélée, ma relation s'est révélée extrêmement toxique. Genre il y a eu un espèce de retournement de masque, sans rentrer non plus trop dans les détails, mais quand même pour vous annoncer un peu le degré de toxicité de la relation, cette personne qui s'est mise à énormément, en fait elle culpabilisait énormément sur son physique, et donc du coup s'est dit que le mieux c'était de me faire culpabiliser sur le mien, sachant que je suis, malgré ce que vous imaginez, parce que tout le monde dit ah mais t'es trop à l'aise sur YouTube, bah non en fait j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement mal dans sa peau, et donc je savais que je prenais du poids, et ben elle m'a chargé de ouf pour que, puisque elle culpabilisait sur son poids et son physique, bah elle me fasse culpabiliser de ouf sur le mien, ce qui a bien marché, donc c'était comme ça. Et ensuite elle s'est révélée par exemple, elle voulait bien me voir à condition que je lui fasse des cadeaux, tu vois, genre ah, je vais venir chez toi mais tu m'offres ça et on va faire les boutiques et tu m'offres des trucs, tu vois, et moi j'étais en mode ah meuf, tu sais je suis déjà divorcé, je sais un peu comment ça marche, c'est va te faire faute quoi, non. Si c'est comme ça que ça marche, dégage. Et donc du coup vu que la relation commençait un peu à s'envenimer, et que moi j'ai senti qu'il y avait un truc, il y avait un truc que j'avais besoin de savoir, tu vois, je sentais qu'il y avait un truc que je savais pas, mais j'arrivais pas à savoir quoi, et j'ai fini par lui tirer les verres du nez, et c'était très intéressant. En fait c'était une personne qui était déjà mariée avec un enfant dans son pays d'origine, n'est-ce pas? Yes. Et qui en fait était plus ou moins en fuite. Enfin en fuite oui et non, puisqu'en fait elle avait un peu mis la pression à son mari, puisque voilà, pour qu'il l'alimente en argent, pendant qu'elle venait potentiellement trouver quelqu'un, un compagnon avec encore plus d'argent pour l'entretenir en France. Yes, tu vois, nickel, comme ça. Et donc du coup bah moi je l'ai ditch direct, genre j'étais en mode j'ai pas 20 ans, je commence à connaître un peu ce genre de situation, malheureusement je l'ai déjà vécu, dégage, hop, poubelle. Donc la petite amie japonaise à la plonge, donc c'était fun, mais du coup cette meuf là elle m'a fait énormément culpabiliser quand même sur mon physique, et du coup je me suis dit bah pourquoi pas profiter du fait qu'elle m'ait fait culpabiliser sur mon physique et mon poids pour bah du coup m'en servir comme de quelque chose sur lequel je vais me motiver pour me prendre en main, parce que avant même de la connaître, il y a régulièrement j'étais en mode putain quand même je commençais à grave prendre du poids, c'est chaud etc, faut que je fasse quelque chose, mais j'arrivais pas à me motiver. Et donc du coup bah, je me suis acheté une balance, je me suis pesé, et la balance c'était une balance connectée à la con, c'est des trucs ultra modernes de ouf, et en gros la balance elle m'a dit vous êtes en surpoids, et disons que historiquement moi j'ai toujours été quelqu'un qui peut bouffer n'importe quoi et qui est maigre, on connaît tous des gens comme ça, c'est vrai que quand tu te retrouves généralement t'es dans la partie basse limite trop maigre, ah tu passes à je suis en surpoids, moi en tout cas ça m'a allumé les lumières directes, et je me suis pris en main. Je rentre pas dans les détails, mais en gros une fois que j'ai compris comment faire, aussi bien en termes d'alimentation que de rythme de vie, de qualité de vie, d'hygiène de vie, etc. Bah, j'ai quasiment commencé à perdre. Il y a un moment, je perdais quasiment 1 kilo par semaine. Donc ça paraît incroyable, et pourtant je faisais pas spécialement d'efforts. Mais par contre, j'ai eu la chance d'être beaucoup aidé par des gens qui savaient très bien ce qu'ils disaient et qui ont donné de leur temps pour m'aider à comprendre pourquoi j'arrivais pas à maigrir, et comment m'aider à bah, même pas spécialement maigrir, mais être en bonne santé, ce qui n'était pas le cas. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous me le dites, je ferai une vidéo dédiée à ça, je vous expliquerai un peu ce que j'ai changé dans mes habitudes alimentaires, mais aussi dans mon rythme de vie en règle générale, et ça peut vous intéresser, ça peut vous servir, et à mon avis, ça va en surprendre plus d'un. J'étais à 89 kilos quand je me suis acheté ma balance, et aujourd'hui je suis à 74 kilos, et je fais attention sans faire
faire attention. Disons que je fais attention un jour sur deux et ça marche à peu près, sauf quand ça marche plus. Et là, je fais vraiment attention pendant une semaine et ça se restabilise. Donc voilà, et en plus, elle m'avait fait... Parce qu'en gros, ce qu'elle voulait, c'est que j'achète un appart, à Paris, évidemment, un appart à Paris, tu vois, tu sors des billets et paf, t'as un appart. Parce que mon appart était pourri, ce qui était vrai, et donc du coup, j'ai déménagé, l'appart qui est derrière moi grâce à ça. Donc en gros, voilà, je l'ai foutu en l'air, elle, mais j'ai profité de tout ce qu'elle a pu m'apporter de positif, malgré le fait qu'elle m'a pas apporté que du positif. Ce qui nous mène à, du coup, quasiment la fin de l'histoire, hein, à peu près en décembre, je crois, début décembre. Là, on m'annonce une très mauvaise nouvelle. La mission sur laquelle j'étais, donc chez Kering, ils ont décidé de changer leur stratégie de recrutement et donc ils me gardent pas. Et ils m'ont dit, moi écoute, on sépare de toi. Et là, moi entre temps, faut savoir que je bossais qu'avec des freelances et que les freelances, si vous en avez connu dans le dev, sont persuadés que freelance c'est mieux. Et ils veulent toujours encourager les gens à passer en freelance. Ce qui est pas mal en vrai parce que effectivement pour certains profils, et pas tous les profils, le freelance ça peut être vraiment une très très bonne idée. Moi de toute façon c'est ce que je comptais faire. Et donc du coup, qu'à cela tienne, puisque c'est la fin de la mission, j'ai pas de raison de rester dans ma boîte actuelle, hop, j'ai déclaré ma nouvelle boîte en free. Et j'ai posé ma démission à ma boîte du moment de service qui, pareil, ont été cool jusqu'au bout en fait. Ils ont été hyper arrangeants, il n'y a pas de soucis, on a pu s'organiser comme on voulait. Et donc du coup, je passe freelance. Avant, officiellement, parce que j'avais un mois de préavis avant le dernier jour de ma mission opérationnelle chez Kering, j'avais déjà trouvé mon prochain client et j'ai commencé ma mission freelance qui se passe très très bien début janvier. Voilà. Donc voilà du coup où j'en suis. Donc vous imaginez qu'avec un peu tout ce qui s'est passé pendant cette courte année, le freelance, les missions, le fait que je devais quand même énormément travailler soit tard le soir, soit bosser sur mon temps libre pour apprendre des choses, etc. Bon, les vidéos ça passait un peu au deuxième plan et clairement les jeux vidéo faisaient vraiment plus partie de ma priorité. J'ai des moments où je jouais, mais il y a surtout beaucoup de moments où je jouais quasiment plus. C'est pas évident de se motiver à jouer aux jeux vidéo tout simplement alors que t'as plein d'autres choses que tu considères comme utiles pour toi et pour ton avenir à faire. Je vais te dire, j'ai suffisamment galéré en fait dans ma vie, surtout dans le début de ma vie d'adulte et même avant ma vie d'adulte, pour savoir reconnaître quand j'ai quand même de la chance et que j'ai un potentiel qui peut faire que la vie peut me sourire. Donc voilà, je chope le truc si tu veux et je bats le fer tant qu'il est chaud, tu vois. Et donc voilà, plus ou moins ce qui s'est passé. Donc du coup, vous savez déjà hein, quels sont les projets dans le futur. Dans tous les cas, n'hésitez pas à venir traîner sur le Discord si vous voulez qu'on discute un peu, que ça soit de free, de dev, de tech, de League of Legends, de Legends of Runeterra, ce que vous voulez. Bien sûr, n'hésitez pas à venir sur les live coding. C'est intéressant, même si vous n'êtes pas un développeur. Genre, j'explique ce que je fais. Des fois, vous allez comprendre des choses. Je vais dire, je suis pas un physicien et j'adore regarder des vidéos qui parlent de physique. Jusque là, portez-vous bien. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut!